plaisir renouvelé, réitéré, hebdomadaire, de d'abord vous rencontrer, chers téléspectateurs, et puis aussi l'équipe bien équilibrée de belles dames et de beaux hommes. Merci. Plaisir partagé. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Merveilleusement. Alors je vous assène mon édito, puisque c'est... Pour la première fois, nous allons parler de Gaza. Dieu seul sait si dans la presse, il n'y a pas un organe de presse, il n'y a pas un jour où l'on ne parle du nombre de morts, d'enfants affamés. Je me suis gardé, puisque je me suis dit que notre public est saturé, pas saturé, enfin, il est totalement informé de ce qui peut se passer. Mais là, j'ai pensé faire un petit édito là-dessus en évoquant le plan de M. Trump pour Gaza, que je résumerai en une proposition qu'il fait composée de 20 points, et puis principalement des échanges d'otages, et puis la démilitarisation de l'espace, et puis la reconstruction. Et le 7 octobre, on est aujourd'hui, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont commencé au Caire pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu et un échange d'otages. Première étape que je crois qu'il sera possible, sauf impondérable, sauf explosion. Les phases suivantes, par contre, désarmement du Hamas et nouvelle gouvernance de Gaza, ça reste très incertain. Donc, il y aura encore beaucoup d'enfants qui vont mourir de faim. Le plan Trump, à mon sens, demeure fragile. Il divise la classe politique israélienne et suscite une forte opposition arabe, notamment face aux idées de relocation de la population, de millions de personnes, ou d'administration étrangère prolongée. Et là-dessus, deux clivages dominent, savoir la sécurité, désarmement, contrôle, comment on va faire ça, et la souveraineté, le droit à l'autodétermination palestinienne, qui semble se profiler, mais très vaguement, en filigrane. Entre reconstruction humanitaire et risque d'ingénierie démographique, Dieu seul sait ce qui va, Allah seul sait ce qui va se passer. Là, en somme, l'initiative américaine avance difficilement. Elle est partagée entre la volonté d'apaiser la crise humanitaire que tout le monde souhaite et la crainte d'imprimer une tutelle politique sur Gaza. Jingle, actualité. Rester sur ce problème palestinien avec un athlète, Paul Pogba, et les 47 athlètes qui ont, en septembre 2025, c'est déjà un peu... Enfin, j'ai eu envie d'en parler en relation avec mon édito, qui a signé une tribune dénonçant le génocide à Gaza, carrément. Christian, tu traites ça? Ben oui, effectivement, Paul Pogba, on a beaucoup de plaisir déjà à le revoir, j'ai envie de dire, parce qu'il a brillé avec l'équipe de France après des difficultés qu'il a eues, on sait, dans le cadre de sa carrière. Oui. Aujourd'hui, il est à Monaco et il essaie de relancer sa carrière. Au-delà de ça, Paul Pogba, c'est un citoyen qui est effectivement impliqué dans les douleurs du monde, dans les inégalités. Voilà, et avec 47 athlètes, ils ont décidé de prendre position pour dénoncer effectivement la présence d'Israël dans des compétitions footballistiques européennes, voilà. L'UEFA, l'Union européenne de football amateur. Donc les Ligues des champions, les choses comme ça, ils considèrent que les équipes israéliennes devraient être mises de côté jusqu'à ce que le problème se résolve au niveau de... Voilà. Donc c'est une attitude courageuse, c'est une attitude aussi qui effectivement mobilise des personnalités sur une cause très importante. Alors ils ont donc signé cette tribune, ils considèrent que le sport doit défendre les principes de justice, d'équité et d'humanité. Alors c'est une initiative aussi qui a été coordonnée par une association britannique œuvrant pour la défense des sportifs. Les signataires ont aussi parlé du Premier ministre espagnol qui a été l'un de ceux qui a pris des positions de manière très précise au niveau d'Israël également. On se rappelle même le Tour d'Espagne qui a été bloqué. Enfin, c'est quelque chose d'assez fort par rapport à cette mobilisation pour exprimer la solidarité au peuple de Gaza. Donc, ils considèrent qu'il ne s'agit pas de prendre parti, mais de justice et de reflet des valeurs que le sport doit incarner. L'UEFA a étudié sérieusement la question et va donc prendre position sur cette question. Très bien. Oui, juste sur ce point, il convient bien sûr de rappeler qu'un État et un peuple, c'est deux choses différentes. Que le gouvernement d'Israël est critiquable, le peuple israélien, c'est autre chose. Mais ça me fait me rappeler, parce que ça fait partie de notre jeunesse, quand on protestait contre l'apartheid en Afrique du Sud.
et comment crescendo, la mobilisation au niveau international avait contraint aussi bien des États que des institutions à écarter l'Afrique du Sud d'un certain nombre de manifestations internationales. Et c'est ça qui avait aidé à faire avancer la lutte contre l'apartheid. Donc ça a de l'importance. Quand je vois ces sujets, je me dis, mais est-ce qu'on va les sélectionner? Est-ce qu'on va les offrir à mes chers compagnons pour qu'ils puissent en parler? Et puis je pense à Ubuntu, c'est-à-dire que les autres, Gaza, c'est nous, les humains, c'est nous, notamment ceux qui sont mitraillés tous les jours aux États-Unis avec ces fusillades de masse qui font des morts. On se demande pourquoi, pour toutes sortes de raisons. Frédéric, tu veux bien traiter ce sujet? Avec plaisir. Et puis, ce n'est pas la première fois que l'on parle de la systémique de violence à l'américaine. On va essayer peut-être de s'appesantir sur les raisons, puisqu'en 24 heures, 4 fusillades de masse ont endeuillé les États-Unis, qui rappellent cette violence qui est devenue structurelle. Alors, on a des bilans humains qui sont tragiques. Hein. Pour vous donner quelques ordres d'idées, plus de 48 000 morts par arme à feu en 2023. Et les réformes restent bien évidemment bloquées par l'influence de la NRA, hein, qui est la National Rifle Association, rifle signifiant le fusil, donc une association qui garantit le port des armes, et puis le deuxième amendement des États-Unis. Donc on a finalement aujourd'hui une racine historique qui est rémanente, qui est la conquête et la méfiance envers l'État aux États-Unis, puisque la naissance des États-Unis repose principalement sur la colonisation armée, la défense individuelle et la résistance à l'autorité britannique. Ça, vous avez déjà vu ça dans vos cours d'histoire. Et le second amendement, qui date de 1791, grave cette mentalité. Chaque citoyen peut se défendre sans dépendre de l'État. Donc c'est historique. Il y a aussi l'institutionnalisation culturelle. Donc l'arme, c'est le symbole de la liberté. Pas besoin de vous rappeler ces fameux films d'Hollywood, de cow-boys, de Lucky Luke pour la vulgarisation populaire, et puis des films extraordinaires comme Il était une fois l'Amérique, des épopées comme la naissance d'une nation, qui est en 12 bobines, qui est un des films fondateurs. Dans l'imaginaire collectif, l'arme à feu incarne la souveraineté personnelle. On n'a pas du tout cette même vision en Europe. Hein. Et puis on a aussi le blocage politique. Je parlais tout à l'heure de l'influence de la NRA qui finance les campagnes à coût de millions et de milliards pour les élus favorables à ce statu quo. Et puis on a une vraie division partisane entre les pour et les contre, mais on voit très très bien qu'il y a un affrontement idéologique qui n'est pas très moteur de réforme. Et puis, pour terminer, aujourd'hui, avec ce gouvernement Trump, on a des facteurs sociaux, d'inégalités économiques qui se renforcent, des affaiblissements des communautés locales, du tissu associatif et d'entraide, la solitude numérique, un accès qui a toujours été très inégal aux soins en dépit des réformes de l'Obamacare. Donc on a un cycle qui s'auto-entretient autour de cette rétroaction systémique, autour de cette violence. Chaque fusillade renforce la peur, donc demande d'armes, notamment des femmes, de plus en plus, d'associations de femmes pour se protéger, pour dire nous on ne peut pas rester comme ça, pour nous c'est de la légitime défense. Pour conclure, la violence américaine autour de ce cercle vicieux, ce n'est pas une succession d'actes isolés. On se rappelle de Bowling for Columbine, hein, qui a beaucoup marqué en 2002, hein, sur des jeunes qui tuent d'autres jeunes. Mais c'est un système qui est culturel, c'est un système politique et économique qui s'auto-régénère. Et finalement, c'est une nation qui contredit, si vous voulez, la liberté individuelle et la sécurité collective, et qui montre très bien quelle est la systémique d'un État. Et ce n'est pas tout de faire des réformes, il faut penser aux après. Et les après aujourd'hui de cette systémique de violence aux États-Unis, on les observe jusqu'à aujourd'hui. Si on se penche sur la question et qu'on se dit que ce qui se passe aux États-Unis a de fortes chances de se propager de par le monde. Ça me rappelle une histoire, je vais essayer de la faire très brève. C'est mon oncle Marcel, qui est citoyen américain, au regard de la plage du Diamant, il y a une quarantaine d'années, il me dit « Gerard, tout ça, ça sera pollué un jour. » Je me suis dit « Il est ma boule, le tonton. » Et puis on traverse Fort-de-France et il me dit « Gerard, dans quelques temps, il faudra mettre un vigile dans chaque magasin. » Et puis la semaine passée, vous avez vu ce magasin de bijoux, etc. Donc tonton Marcel, qui est mort depuis, il avait bien raison. Et cette propagation, cette diffusion des armes, ici, va entraîner à terme, dans la Caraïbe, le même phénomène, loufding, de mitraillage. N'oublions pas que les armes qui arrivent ici arrivent majoritairement des États-Unis. Oui,
En plus, tu mets un... Avec l'essor du narcotrafic. Oui. Donc c'est une chose très sérieuse qui se passe là. Et il y aura ce tournant horrible qui fera qu'un jour, on aura la même processus qu'aux États-Unis. On va glorifier la liberté. Et puis, nous tous, on va s'armer. Et puis ensuite, on va se canarder. Se défendre. Voilà à quoi nous sommes voués. Je suis très optimiste. Hein, vous avez remarqué. Alors, je disais à Daniel la semaine passée, tu sais, Daniel, on ne parle jamais de l'Afrique. Il y a un tas de choses qui se passent, qui nous touchent. Ubuntu, qui nous touche quand même, l'Afrique. C'est quand même nous, l'Afrique. Et puis, il m'a dit, pourquoi tu n'en parles pas? Donc, Daniel, l'Afrique en crise au Sahel, à la corne de l'Afrique, du Soudan à la Libye, le continent reste traversé par les conflits. Oui. Alors vous avez remarqué le tour du monde que nous sommes en train d'effectuer. Nous avons commencé à Gaza, aux États-Unis, on continue par l'Afrique et on va continuer par la Martinique, n'est-ce pas? Je vous dis Ubuntu. Voilà. Et alors, tout ce qui se passe en Afrique, il y a différents conflits, et je vais les énumérer, pas les détailler, c'est impossible, un petit peu. Mais il se trouve, Gérard, que quand tu as donné le sujet, quelques jours après, soit le lundi 6 octobre, la Cour pénale internationale a prononcé la condamnation d'un dirigeant soudanais parce qu'il avait commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en 2003. Et cette partie du monde fait partie des régions qui sont le plus touchées, où il y a, selon l'ONU, 30 millions de personnes qui sont en souffrance alimentaire. Et cette guerre civile qui s'était déroulée en 2003, malheureusement, elle a des résurgences depuis 2023. Donc ça veut dire que, alors que la Cour pénale internationale statue sur quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, malheureusement, la situation actuelle ne peut pas, elle ne permet pas d'espérer puisque ça a repris. Et quand on regarde donc les différentes parties de l'Afrique, il y a le Sahel avec le Burkina Faso, le Niger, le Mali, où il y a des groupes terroristes, il y a une lutte qui ne s'arrête pas. Et ensuite, quand on regarde l'Afrique du Nord avec ce qui se passe en Libye, ce qui se passe dans le Nord Sinaï, l'Afrique centrale, lorsqu'on regarde ce qui se passe aussi en Afrique du Sud, du côté du Mozambique. Donc on a une réalité qui est une réalité de conflits. Et ces conflits, les médias ne s'y intéressent pas. Et les médias occidentaux. Les médias occidentaux, mais malheureusement, c'est ceux-là qui nous abreuvent, hein, c'est ceux-là qui sont dominants, parce qu'ils disent que ça n'est pas vendeur. Donc par conséquent, ce n'est pas la peine d'en parler. Et ce qui veut dire que, bon, peu importe qu'il y ait des millions de personnes qui soient concernées, des personnes déplacées, des personnes qui sont soumises à la famine, des femmes qui soient violées, des enfants qui soient enrôlés. Et quelle est l'origine de ces différents conflits? C'est d'une part, souvent, il y a des conflits terroristes. Hein. Il ne faut pas occulter le fait que ce soit Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram sont présents dans ces différentes régions d'Afrique. Il y a aussi le fait que l'Afrique soit un enjeu géopolitique et qu'il soit un enjeu pour les pays soient un enjeu pour les ressources et qu'il y a souvent des batailles pour les ressources énergétiques. Il n'y a pas que le pétrole, il y a également des terres rares qui sont donc l'objet de la convoitise. Et puis, il y a des guerres intercommunautés qui sont les séquelles là, du colonialisme, puisque l'Afrique, c'est les Occidentaux qui ont créé l'Afrique. Il y avait des États africains qui étaient complètement différents. Et puis, la colonisation a imposé des frontières qui étaient des frontières artificielles, qui ont quelquefois mis ensemble des communautés qui n'avaient pas d'intérêt particulier, séparé d'autres qui en avaient, et il y a les séquelles jusqu'à présent. Dans les conflits ethniques? Dans les conflits, oui, que j'ai appelés communautaires, mais qu'on peut appeler ethniques. Et puis il y a aussi, aujourd'hui, s'aggrave le fait que le climat, parce que l'Afrique, il y a vraiment la sécheresse, il y a les inondations, les sauterelles, des fois. Or, quand on a un pays qui est ravagé par la guerre et qu'il y a des sauterelles qui, elles, ravagent les champs, l'alimentation, pour les populations, c'est terrible.
Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, la communauté internationale, que ce soit l'ONU ou que ce soit les différentes organisations africaines, sont plutôt taisantes, en tous les cas peu intervenantes. Donc c'est une réalité qui est, quand on considère, j'ai oublié de parler de la corruption de certains États, parce que ça aussi c'est un phénomène qui aggrave la réalité humaine. Et donc on a des populations, si vous voulez, le sort des populations, et les organisations non gouvernementales étaient des organisations qui pouvaient pallier la réalité dramatique sur le terrain. Or, avec la politique des États-Unis qui consiste maintenant à supprimer les crédits, elles sont de moins en moins de moyens d'intervenir, ce qui veut dire qu'on a une population qui est... les Occidentaux ne s'étonnent pas qu'il y ait des gens qui, malgré toutes les difficultés, malgré les risques de mort, vont encore vouloir franchir les mers pour pouvoir essayer de trouver un avenir meilleur dans les pays occidentaux. Quand je regardais les photos qui sont propres qui correspondent à ce sujet, je voyais ces soldats habillés, casqués, armés. Je pense qu'au niveau du peuple africain, de la jeunesse et autres, il y a une sorte d'attraction sur ça, cet aspect infantile, puéril, mais qui existe quand même. Quand j'étais jeune et que j'étais jeune avocat à Paris, que je militais auprès d'organisations qui s'occupaient d'Amérique latine, j'avais des amis latino-américains qui m'expliquaient que des révolutionnaires pouvaient passer aux forces de répression, et tout parce que simplement leur statut de combattant était plus confortable. C'était que leur vie se résolvait à retrouver l'opulence, le confort, la richesse et tout, et puis à manger tous les jours, dans le fait d'être armé, de participer à des forces combattantes. Donc ils passaient sans se préoccuper d'idéologie à l'ennemi, sans du tout. Et je pense que c'est une donne, c'est-à-dire qu'on rejoint les phalanges armées et militaires, et c'est une forme de promotion sociale. Et il y a cet aspect. Oui, on te dit, bon voilà, plutôt partout. Que c'est pas plus dangereux que de traverser l'Afrique, le Sahel, la Libye, la Méditerranée, on va entrer se battre. Et ça perpétue la violence. Violence record 2025 en Martinique, en revenant chez nous, avec le même optimisme. Oui, mais le cercle de la violence se resserre sur notre petit pays. On a parlé de Gaza, on a parlé des États-Unis, on a parlé de l'Afrique. Maintenant, parlons de la Martinique. 30 homicides depuis le début de l'année. C'est un record et ça s'accélère. Alors, on connaît les sources de ce climat de violence. C'est le narcotrafic, tu l'as évoqué. Essentiellement, il y a d'autres facteurs, mais celui-là est le facteur important parce que derrière le narcotrafic, il y a le trafic des armes. Et puis, il y a aussi une jeunesse désœuvrée qui est très poreuse et qui réagit facilement aux sollicitations de tous ces trafiquants. Et parce que la misère est le premier terreau de la violence. Et quand vous avez des sollicitations avec des promesses alimentées notamment par l'argent des trafics, puisqu'il n'y a pas que le narcotrafic, il y a des trafics, eh bien ça crée un cocktail tout à fait désastreux pour notre petit pays. Donc ça, c'est une réalité. On a déjà beaucoup parlé de la réalité des flux qui concernent la Martinique, notamment le transfert de la drogue vers l'Europe, en passant par chez nous. Ce n'est pas la peine de s'appesantir dessus. Mais c'est intéressant aussi, une fois qu'on a dit ça, que peut-on faire, que doit-on faire? Alors, on va rentrer dans une phase électorale, avec notamment les municipales. Il faut quand même rappeler, ce qu'on ne sait peut-être pas suffisamment, c'est que le maire de la commune est un officier de police judiciaire. Exact. Et donc, il a une responsabilité directe de sécurité, ça fait partie de son mandat. Ça ne veut pas dire qu'il a toutes les capacités, mais il a cette responsabilité et c'est important de rappeler qu'il doit intégrer maintenant cette nouvelle donne dans son programme. Je sais que Fort-de-France est très préoccupé par les excès de violence. Théa-Saint-Vif, les grands quartiers de Fort-de-France sont meurtris par la violence. Il y a le sujet des caméras de vidéosurveillance qui aujourd'hui existent sur Fort-de-France, mais principalement pour surveiller les circulations. Peut-être faut-il les déployer davantage ça peut être une option. Il y a aussi les patrouilles mixtes entre les polices municipales et la police nationale
qui existe, qu'il faut sans doute intensifier. Et puis, il y a comment aussi s'occuper des quartiers pour pouvoir essayer de redonner un peu d'espérance à ces populations désœuvrées. Donc, c'est un cocktail complexe dans lequel les élus doivent jouer pleinement leur rôle. L'État aussi a une responsabilité directe, puisque l'État, c'est son sujet régalien. Et là encore, c'est toujours important de rappeler que chacun seul ne peut pas faire grand-chose. En revanche, c'est dans la coopération que doivent se mettre en œuvre les politiques publiques. L'État doit être mobilisé avec le soutien des élus et non pas contre les élus. Donc on doit trouver le juste moyen de mobilisation. Et puis j'ai envie de rajouter quand même la population, les citoyens. Oui. Parce que il me semble que ça avait déjà été dit sur ce plateau. Absolument. Nous sommes témoins tous les jours d'actes, de phénomènes, de trafic, de choses. Et nous sommes dans une omerta qui est peut-être coupable. Je lisais une interview du préfet il y a quelques semaines qui disait « Informez-nous, informez quand vous constatez qu'un bateau débarque avec des colis très longs et qui est déchargé sur les plages. C'est une information qui doit remonter à la gendarmerie si on veut lutter contre les trafics, contre la violence. Il faut aussi que la population se mêle de ces questions. Et on sait que c'est compliqué parce que la violence est tellement forte que chacun a peur. Mais c'est un combat de tous. État, élus, citoyens. Il faut réellement, collectivement, considérer qu'on ne pourra vaincre ce fléau que si on fait front commun contre la violence. Je ne suis pas du tout au fait de la façon dont administrativement on pourrait régler ce problème. Je n'ai pas de culture administrative, je n'ai pas de culture de fonctionnement des services. Mais je me dis quand même que sur 80 km de long, avec beaucoup de côtes escarpées, où c'est sûr que les chaloupes et les navires ne peuvent pas accoster, et puis avec des plages bien délimitées, je me dis que je reste perplexe et j'ai une pensée un peu extérieure, je le dis bien avec beaucoup d'humilité, à la mise en œuvre de solutions qui pourraient permettre de régler le problème. Mais je ne comprends pas qu'on laisse tant d'armes débarquer dans ce pays, au point où à peu près tous les jours, il y a l'usage d'une arme. Deuxième chose que je veux dire, c'est que, bon, je suis chasseur, j'ai été chasseur, un peu moins que... avec le temps et l'âge qui est avancé, il y a une sorte de phénomène qui se passe quand on a une arme à la main. Quand on a une arme à la main, il se crée une sorte de situation. Alors, on se défoule sur les petits oiseaux qui n'ont rien demandé du Seigneur, mais c'est une forme d'expression de puissance et de domination. Et à mon sens, moins on est bien dans sa peau, plus on a envie d'utiliser une arme quand on la possède. Tu nous avais fait passer il y a quelques jours une vidéo sur la baisse de l'empathie, qui est un phénomène mesuré scientifiquement. Oui. Je pense que ça en fait partie également. Ça, oui. Le fait qu'on n'ait plus d'empathie pour autrui, eh bien, ça réveille en nous des pulsions de violence assez naturelles, des pulsions de mort. Et donc, le sujet de l'empathie, c'est un vrai sujet sur lequel on devrait se pencher. Oui. Et ça demande une pédagogie, une éducation. Ça demande un sens de l'éthique, de la morale, des choses qui paraissent un petit peu dépassées, surannées, mais pratiquons-les, mes amis, à contre-temps, puisque nous sommes à contre-temps. Jingle, société. Alors, il y a un sujet qu'aucun journaliste, sauf dans une émission, dans le cadre d'émissions spécialisées, n'aurait osé aborder. C'est la question de la mort imminente, quoi. Lumière, paix, décorporation. Entre science et mystère, le cerveau en crise ou alors l'ouverture vers une autre réalité. Donc, ces gens qui te disent « j'ai vu la mort, j'ai vu cette lumière blanche et tout ça ». Comme c'est la chose la plus démocratique qui soit, hein, que la mort, on peut la traiter en se disant qu'on n'est vraiment pas hors sujet des choses humaines. Et je me dis Emmanuel, le plus cartésien, mais qui est quand même, n'oublions pas, par certains aspects, il est poète, il est artiste. Je lui ai demandé de traiter ce sujet. Non, mais la mort, c'est le mystère ultime de la vie. Et c'est vrai que quand on traite de ce sujet, on avance en terra incognita.
forcément. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de témoignages. Et quand je dis beaucoup, ce sont des milliers et des milliers de témoignages de gens qui racontent, restituent cette expérience de mort imminente. Donc, ils sont plongés dans un coma et qui se réveillent et qui racontent cette lumière blanche, qui racontent cet état de plénitude absolue. Et aujourd'hui, le débat, il existe entre est-ce une réalité d'un au-delà ou est-ce que c'est un emballement du cerveau? Alors, les deux logiques, aujourd'hui, à mon sens, sont légitimes. En effet, on mesure, pour certains qui observent ça sous un plan purement scientifique, on mesure qu'il y a des réactions neurochimiques extrêmes quand on frôle la mort. Et lorsqu'un cœur s'arrête, le cerveau privé d'oxygène s'emballe. Donc ça, c'est mesuré. Et il libère des endorphines qui stimulent le lobe temporal et qui créent des hallucinations cohérentes. Donc ça, ça peut être une explication scientifique. Sauf que on a aussi énormément de témoignages de gens qui racontent ces expériences alors qu'ils sont dans un état de mort cérébrale, en fait. Ouais. Et donc là, il n'y a plus cette explication du cerveau qui pourrait s'emballer. Ouais. Et donc ça devient extrêmement mystérieux. Et les scientifiques, aujourd'hui, se disent on ne sait pas répondre à cette question. Ouais. Ça fait partie des mystères devant lesquels la science s'incline complètement. Et là, ça ouvre le champ de la grande question spirituelle de la réalité d'un au-delà. Et donc là-dessus, il faut que chacun soit à l'aise ou pas avec cette possibilité. Ça, on rentre dans l'ordre de l'intimité spirituelle, mais ça ouvre cette perspective. Et en traitant ce sujet, j'ai voulu quand même essayer de trouver peut-être un raisonnement, on va dire technique, qui pourrait justifier l'existence de l'au-delà. Parce que l'au-delà, aujourd'hui, on le traite sous l'angle uniquement spirituel et religieux, mais il y a peut-être un vrai raisonnement technique qui pourrait, après tout, expliquer les choses. Alors, je vous propose un raisonnement en 3 temps. Le premier temps, l'être humain, il est fait de chair, de viande, d'os, et il est fait de conscience. Et la conscience, ça n'est pas de la matière. Donc, partons de ce premier postulat, nous avons quelque chose en nous qui est observé, qui n'est pas de la matière. La deuxième chose, c'est que cette matière, la matière par principe, la non-matière, ce qui est spirituel, n'est pas corruptible, ne peut pas se dégrader. Ça, c'est la deuxième prémisse. Donc voilà, donc, ce qu'on appelle aspect immatériel, c'est ce qu'on appelle l'âme en réalité quand on observe les choses sous l'angle spirituel ou religieux. Eh bien, si l'âme existe en tant que réalité spirituelle, elle ne peut pas mourir comme le corps meurt. Ouais. Ça, c'est un deuxième postulat. Ouais. Et le troisième postulat que je vous propose, mais après, bien évidemment, tout ça est ouvert au débat. On s'autorise quelques licences. La finalité du monde suppose un accomplissement. Quand on observe tout ce qui se passe dans le monde, un enfant naît pour devenir adulte, une graine arrive sur Terre pour devenir fleur ou arbre. Enfin, le principe même de tout ce qui guide l'existence procède d'une logique d'accomplissement. Et donc, on pourrait se dire, pourquoi n'y aurait-il pas le lieu d'accomplissement de la vie qui serait l'au-delà à ce moment-là? Ce serait ça, ce serait l'accomplissement. Et donc, en résumé, la conscience humaine ne s'explique pas uniquement par la matière. Ce qui est spirituel ne périt pas. Et troisième point, et le sens inscrit au cœur de l'homme appelle une continuation. Donc, ça pourrait ouvrir la perspective de l'existence d'un au-delà pour ceux qui souhaiteraient y croire. Je vous rassure, on est toujours dans le cadre de l'émission à contre-temps et non pas l'église en Martinique ou un seigneur chez vous, mais ça fait partie des préoccupations de tout le monde, laïcs, profanes, arabes ou musulmans, et on se devait de le traiter.
On va continuer un petit peu dans la même ligne. On a parlé beaucoup de morts, on peut parler aussi de dire à Emmanuel que ce qu'il vient de dire, c'est très beau. Oui, Quelle poésie, Emmanuel. En tous les cas, 86 sénateurs appellent à protéger les églises. Plus de 1500 actes antireligieux recensés en 2024 de par l'Hexagone. Comment garantir une protection équitable de tous les autres cultes? Et puis, ça a une relation un peu, en quelque part, avec la Martinique. À toi, Frédéric. Oui, exactement. Alors, juste pour parler des événements déclencheurs sans trop m'étendre, 27 églises vandalisées ou profanées en quelques semaines dans les Landes, un départ de feu dans une église de l'Inde, la croix arrachée sur le boulevard de la Madeleine à Nice, l'assassinat d'un homme de 45 ans chrétien originaire d'Irak. Tout cela fait beaucoup. Et puis très récemment, le 4 octobre, la statue de Jean-Paul II qui a été vandalisée à Rome en marge d'une manifestation pro-palestinienne. Donc dans une tribune effectivement rendue publique, ce sont bien 86 sénateurs issus majoritairement de la droite et du centre qui ont lancé un appel solennel de protéger les églises de France. Ils insistent donc non pas sur la dimension religieuse ou catholique, mais bien sur la dimension patrimoniale, puisque la France possède le plus grand parc d'édifices religieux d'Europe. J'ai été surprise de dénombrer 45 000 églises et chapelles. On comprend mieux que Jean-Paul II les qualifiait de fille aînée de l'Église, avec deux constats. Un, la hausse des dégradations qui visent notamment des édifices chrétiens et le poids culturel et symbolique des églises. Alors, du coup, en analysant un peu les données du ministère de l'Intérieur sur tous les actes antireligieux qui touchent la totalité des communautés, on a recensé en 2024 plus de 1500 actes avec autour de 1000 actes antichrétiens, 360 antisémites et 200 tout de même anti-musulmans avec quelques dizaines d'autres qui visent d'autres cultes, respectivement protestants, orthodoxes ou bouddhistes. C'est ça. D'accord. Donc, les sénateurs, aujourd'hui, ils évoquent un sentiment d'injustice en disant que les synagogues et les écoles juives bénéficient d'une protection et les établissements chrétiens n'en bénéficient qu'en faible partie. Alors, la Martinique est un cas assez singulier dans ce contexte, puisque plusieurs églises ont été taguées et dégradées chez nous. L'église de... Je ne serai pas exhaustive, mais l'église de Bellevue à Fort-de-France et des édifices religieux aux Trois-Îlets et à Schellcher. Le diocèse de Martinique dénombre tout de même, pour pouvoir relativiser la situation en Martinique, 330 bâtiments religieux, qui est un patrimoine considérable pour une île de moins de 350 000 habitants. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a tout d'abord un contexte apaisé, puisque la majorité de la population reste de tradition chrétienne, ce qui limite les tensions, je pense, interconfessionnelles. Ensuite, il y a une faible exposition médiatique et administrative. Donc, beaucoup d'incidents ne sont pas sous le radar et sont traités comme de simples actes de vandalisme. Je pense que ça également, ça joue. Et puis, on a une capacité de signalement réduite. On a ce phénomène de peur de la population qu'on connaît, qui est une systémique chez nous. Et on n'a pas nécessairement toutes les remontées. Tu en parlais dans le principe d'Omerta. En tout cas, je pense que la question qui se dégage est comment garantir une protection équitable de tous les lieux de culte dans une république laïque, mais en même temps religieusement diverse. Et le ministère de l'Intérieur ne s'est pas défaussé à ce sujet, puisqu'il rappelle qu'un plan global entre les actes et les propos, on verra, surtout dans notre temps d'instabilité gouvernementale, mais en tout cas le principe est qu'un plan global de lutte contre tous les actes anti-religieux est en route, avec une persistance des extrémismes qui laissent présager une pression accrue. Je crois de façon très claire que déjà l'État français devrait réagir sur tous ces actes en comprenant qu'il s'agit d'une attaque non pas de son patrimoine nécessairement uniquement religieux, mais culturel dans sa globalité. Je crois que cette protection doit concerner toutes les confessions pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à des polarisations, à des extrémismes, à des montées de l'antisémitisme, à des montées également anti-islam. Je n'ai pas parlé d'islamisme, je parlais d'anti-islam, qui sont extrêmement fortes et qui ne feront que dégénérer avec le temps pour une raison simple, c'est qu'on a une polarisation de l'opinion personnelle. On a aussi une attaque frontale contre l'autorité, et l'autorité étatique avec l'émergence d'autres forces comme les narco-États. Et je crois qu'il faut réagir et ne pas se dire « ça n'arrive qu'aux autres » ou « ça n'arrive qu'à d'autres religions ». Il faut véritablement se sentir concerné parce que c'est
profondément le respect de l'état de droit, le respect de la personne humaine, qu'elle soit athée, qu'elle soit religieuse, qui est en cause. Et il faut réagir, à mon humble avis, de façon systémique par rapport à cette situation. Je crois qu'il y a une procédure qui va être engagée. Il y a une audience qui a été prévue pour en Martinique pour la dégradation de certaines statues ou certains monuments commémorant ou bien glorifiant, notamment le déchoucage de la statue de Schellcher. C'est une question sur laquelle on doit revenir, mais qui pose quand même le respect d'une créativité, d'une création humaine, quelles que soient les arrière-pensées qui, à l'époque, ont justifié la création de ces monuments, de ces édifices. C'est le génie humain. À ce moment-là, j'ai fait rarement de tribune et je me suis attiré quelques petites critiques, mais enfin, il faut attention quand même à ce qu'ils disent à mon sujet. Sans gloriole, je dis ça avec beaucoup d'humilité, en disant que j'ai mal de voir qu'une statue que j'ai toujours vue, paternaliste, avec un Schellcher qui dépose sa main sur le petit négrillon, oui. Et alors, c'était une statue d'une époque, fallait exiger, faire des motions, faire des pétitions, faire des sittings et demander qu'elle soit démontée, comme c'est dans certaines îles de la Caraïbe, ça a été fait, notamment à la Barbade, que cette statue soit démontée parce qu'elle ne correspond plus à l'époque et puis qu'elle soit mise à quelque part. Et puis on a eu une sorte pas de bestiaire, mais enfin donnez-moi le terme pour avoir cette statuaire. Oui, ce statuaire. Voilà, merci. Le statuaire et ce serait très intéressant de visiter ce statuaire. Ce serait la forme extrême ou la forme avancée d'une civilisation et d'une sagesse, quoi. Et puis c'est tout. On va les casser, et puis s'exciter sur des choses qui à l'époque étaient tout à fait cohérentes il y a un siècle. C'est complètement imbécile et idiot. Je donne mon avis avec des mots qui sont peut-être un peu excessifs. Je vais attirer sur moi les foudres de ceux qui pensent qu'il faut crier, hurler et tempester sur le passé. Ouais, la démarche profonde est contre l'état de droit. Oh, oui, mais ça, l'état de droit, enfin, disons que l'état humain, l'état humain, l'esprit humain, le génie humain, la création humaine. Enfin, un petit jingle pour purifier l'air. On va parler d'une personne excessivement intéressante, Yannick Laens, qui est très belle femme. Ça, la Gas Daniel, quand je dis ça, très belle femme, elle va nous en parler quand même. Oui, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que nous avons parlé de Yannick Laens sur ce plateau, mais elle mérite parce que Yannick Laens, c'est une femme extraordinaire. Alors, pour la situer, avant de parler de sa dernière production, c'est une femme qui a fait une partie de ses études à Paris, mais qui est retournée vivre en Haïti et qui vit toujours en Haïti. Malgré tous les problèmes qui se posent, elle vit et elle tient à vivre en Haïti. Elle a enseigné en Haïti et c'est une femme qui est engagée dans des mouvements associatifs et elle a fait partie de plusieurs associations, fondations. C'est une femme engagée. Et c'est une femme qui participe également à des salons littéraires, à des colloques. Elle est venue à la Martinique déjà plusieurs fois. Le premier salon littéraire qui a eu lieu à Schellcher, elle était présente. Il y a une chaire des mondes francophones qui a été créée au Collège de France et qui lui a été confiée à elle. Et moi, je vous recommande d'aller sur le site du Collège de France pour avoir accès à sa conférence inaugurale et à ses différentes conférences. Elle a participé au mois de juin à un colloque sur les réparations qui se tenait au Collège de France également. Donc c'est une femme qui a une pensée qui est une pensée qui est profonde parce qu'elle tient compte à la fois de l'histoire, de la vie sur le terrain à laquelle elle est confrontée, et également à une prospective. Et c'est une écrivaine remarquable. Et elle vient de sortir, Passagère de nuit. Et c'est cet ouvrage qui vient de sortir est déjà inscrit sur la première liste du Goncourt, la liste du roman de l'Académie française. Et je rappelle qu'elle a obtenu déjà le prix Femina, donc ce qui fait qu'elle n'est pas sur la liste du Femina, qu'elle a obtenu le prix Carbet des lycéens, et que c'est une femme, quand on prend un livre de Yannick Laens, on sait
qu'on va entrer dans un univers et qu'on va se laisser envelopper par cet univers. Et cet univers, c'est quoi? C'est un univers, c'est bien sûr Haïti, à travers son histoire. Par exemple, Bain de Lune, qui a eu le prix Femina, c'était le monde agricole, le monde rural. Dans son dernier livre, parce que l'autre aspect, l'autre caractéristique de l'œuvre de Yannick Laens, c'est des portraits de femmes, pour pouvoir mieux décrire la société haïtienne à travers son histoire. Elle fait des portraits de femmes. Et là, elle parle de femmes qui étaient esclaves en Haïti, qui ont émigré à la Nouvelle-Orléans, et en même temps d'une femme qui est en Haïti. Donc il y a en parallèle ces deux vies de femmes, et ça retrace comment le corps des femmes peut être, de tout temps d'ailleurs, c'est jusqu'à présent le cas, des champs de guerre, parce que c'est quand on s'attaque, la femme est toujours jusqu'au bout le lieu où l'on va s'en prendre à elle, par les violences, mais par le viol notamment. Et on sait comment le viol est une arme de guerre. Et par l'intermédiaire de ces portraits de femmes, elle nous restitue un univers qui est l'univers de la société haïtienne, et avec une écriture qui est une écriture somptueuse. Et vraiment, moi, j'ai rarement vu un auteur... Alors, les Haïtiens sont connus pour avoir une écriture qui est magnifique. On pense à Jacques Roumain, on pense à Jacques-Stéphane Alexis, à René de Pestre, à Franck Etienne. Mais Yannick Laens, c'est quelqu'un qui a une écriture qui nous restitue un univers dans lequel on peut se reconnaître. Donc, ce n'est que du bonheur. Si vous avez un moment, plongez-vous dans Passagère de nuit. Je me souviens que le premier roman haïtien que j'ai lu, j'avais 13, 14, 15 ans, Gouverneur de la Rosée, mais j'avais été complètement transcendé. Je ne m'en lasse pas. Et c'est après que j'ai compris que c'était un haïtien, mais pour moi, c'était moi, quoi. C'était la Martinique. Jingle, musique. Christian va nous parler de grands monsieur. Je le laisse présenter son sujet. En musique, Malavoie. Tu as dit un monsieur. De grands monsieur au pluriel. Je parle d'une formation musicale qui a fait l'honneur de la Martinique et des Antilles et qui est toujours là, les Malavois. Les Malavois ont été créés vers les années 70-72. En amont, il y avait un groupe qui s'appelait les Mérilades, avec Mano Césaire, Marcel Rémillon, Christian de Negri, entre autres. Oui. Et progressivement, ils sont un petit peu partis vers une autre tangente, ils ont créé les Malavois. Alors, rappelons que le Malavoie, c'est une variété de canne à sucre, puisque la notépite, nous connaissons toute qualité, ni BH, ni Gigiri, ni machin. Bon, ça aussi, la canne à sucre, si vous voulez, c'est un champ d'une diversité extraordinaire de connaissances. Bon. Les premiers disques de Malavoie, c'est Mano Césaire qui les avait publiés. Il y avait Souple Ginette démarré, moins. Est-ce que ça vous dit? Ça vous dit pas, hein? Oui. Il y avait également Jojo, ni un bel loto tous les jours. Il a nettoyé, mais il passe à ça, il a manger. Vous voyez, c'était le moment où la voiture prenait la place centrale dans la vie. Absolument. Voilà. Je ne sais pas si on peut parler au passé. Hein. Alors, bon, Malavoie, on ne pourra pas tout dire, mais je veux quand même faire un clin d'œil au premier, Pierre Jabert, qui était chanteur de Malavoie, Mano Césaire, Raphaël Rimbaud, Alain Jean-Marie, qui a été l'un des premiers pianistes de Malavoie. Donc, je veux leur rendre hommage. Et puis, ce sont des œuvres extraordinaires. Alors, je vous propose dans un premier temps Exil, la merveilleuse chanson qui a été écrite par Ina Césaire et composée par Mano Césaire. J'ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j'ai réinventé ses bruits et ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui mêlés aux sons d'hier scandent ma nostalgie, réchauffe mon hiver. Parfois il le volcan et parfois il le fleuve. J'en connais les beautés, j'en connais les douleurs. Des contes oubliés naissent du souvenir. Entre les pleurs, on se prend à rire.
C'est grandiose, c'est magnifique. On confirme. C'est la fierté quand même de la Martinique, à travers effectivement cette formation musicale. Donc j'ai dit c'est un répertoire immense, c'est des chansons immortelles, on ne va pas toutes les citer. C'est une représentation internationale, ce sont des hommes et des femmes. Et parmi les femmes, je veux saluer les violonistes. Nona Laurence par exemple, Valérie Beaupied, Capucine Laudarin qui ont travaillé. Et je veux saluer aussi les initiatives de Malavoie envers la femme. Vous savez que la chanson La Guadeloupéenne, qui a été interprétée par Tania Séval, a été réarrangée par Apollo Rosine. Et c'est ça qui a revitalisé cette chanson, qui était déjà un petit peu dans les oublis. Et puis la chanson La Sirène. Alors j'ai choisi de vous la proposer avec notre regrettée Edith Lefebvre. À revoir Jean-Paul Sohim, qui a été mon ami. On avait fait une association qui s'appelait Potomitan, notre ami. Voilà. Notre ami, Bon, j'ai toujours la grosse nostalgie de Apollo Rosine. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour Aftamar, qui a donné sa voix. Alors, on pourrait ajouter Pipo Gertrude. Mais il est encore vivant. Oui, tout à fait, absolument. Mais je veux citer aussi Philippe Pori, qui a été violoniste. Je veux citer Jean-Marc Albici. Christian Denegri. Christian, j'ai parlé de oui, absolument. Oui. Jean-Marc Albici, qui est un homme d'une générosité extraordinaire. Je veux parler de Pipo Gertrude, Jean-Paul Sohim, Johan Jean-Alexis aussi, c'est des violonistes, Pipo Gertrude, et José Privat, absolument, qui a repris la suite de Polo aussi. Une troisième vidéo, Buscando America, exceptionnelle. Se han secuestrado América y ahora está tu boca y a nosotros nos toca. Enfin, je ne sais pas si vous partagez avec moi, mais je suis tellement ébloui de ce qui a été fait par cette formation et puis des musiciens qu'ils ont mobilisés en France. Ils ont des arrangements. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous qui parlons d'échecs tout le temps, à mon avis, c'est une réussite vraiment extraordinaire. Un souvenir aussi de Henri Valide, parce que c'est lui qui a amené tout ça. Il a amené Malavoie, il s'est beaucoup investi avec sa générosité, avec son bonheur permanent, sa bonhomie positive permanente. Son humour. Voilà. Et alors, une prochaine vidéo, j'ai choisi Malavoie à Saint-Pierre avec le titre merveilleux de Polo Rosine, Roro Marotte. Alors, je veux insister sur un élément qui n'est peut-être pas suffisamment pris en considération, c'est le nombre de musiciens que Malavoie a accueillis, de jeunes musiciens. Donc, nous qui sommes soucieux de la transmission, de l'encadrement, de la culture esthétique, c'est vraiment quelque chose de... Vous voyez, et ce n'est pas forcément aidé par les pouvoirs publics. Ce sont des associations comme ça qui ont pris des dispositions et qui, à titre de formation, à titre d'encadrement, ont permis à des jeunes d'intégrer, de comprendre, de jouer, d'exécuter.
Je trouve que c'est quelque chose de très, 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 très important. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous proposer José Privat encore, un petit peu parce qu'il sera bientôt honoré par l'association Barel Copette, le 16 du mois d'octobre. Il sera honoré parce que José Privat, c'est une discrétion réelle, mais c'est un talent aussi affirmé. Et il a aussi un itinéraire un peu personnel à travers des duos, les trios. Et je vous propose d'écouter le dernier vidéo, c'est Coin Carbé. C'est une dernière production qu'il a faite. J'espère que vous avez pris plaisir. Avec la voix toujours. On peut continuer comme ça toute l'heure. Hein. Ouais, magnifique. Comme Daniel disait, vous savez qu'au mois d'octobre, la commune de Saint-Joseph accueille les invités de Grégory Privat avec les meilleurs, comme Tolo, Charles Barth, etc. Donc, d'ores et déjà, je vous incite à y aller. Alors, pour Christian, Yann Mauplaisir m'a téléphoné, il m'a dit « Oui, il fallait que je t'informe de ça. Je ne pouvais pas me permettre d'accueillir ces gens sur la commune sans t'en parler avant, puisque Christian et toi, vous avez été à l'origine de... Je dis non, Christian tout seul, Christian avec moi tout doucement, poisson pilote, a été à l'origine justement du créole jazz. Du créole jazz, il y a une vingtaine d'années. Première scène, effectivement, donnée à notre jazz antillais. Voilà. C'est sur ces paroles un petit peu de vantardise que je vous salue et que je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci la technique, merci l'administratif, et puis merci Zitata tout court. Quoi. À bientôt.